l'hyperconcentration économique aujourd'hui, ça touche aussi la santé, ça touche aussi l'éducation, ça touche tous les secteurs d'activité. Et je me dis alors, est-ce que notre salut aussi, est-ce que vous considérez-vous que nos véritables leviers de croissance sont dans les régions, dans les territoires, et que il faut réussir la prochaine étape, next step, nouvelle génération de réformes, c'est de faire de plancher sur le développement local et territorial. Exact. Il y a deux aspects sur cette question, disons, du territoire dans la vision du développement d'une certaine manière. La première, c'est de dire où nous en sommes aujourd'hui dans le conduit des disparités. Les inégalités territoriales, il y aura toujours des inégalités territoriales, parce que les territoires n'ont pas tous les mêmes capacités de développement en termes de ressources, qu'elles soient naturelles ou ressources humaines, etc. Il y a donc des disparités. Donc comment réduire les disparités? On ne peut les réduire que par, les infrastructures permettant de désenclaver ces territoires, par la création d'infrastructures sociales permettant l'accès et l'égalité des chances des citoyens dans ces territoires. Ça, c'est le rôle fondamental de l'État ou des compétences déléguées par l'État aux régions, aux communes. Il y a évidemment des programmes qui sont mis en place par l'État depuis quelques années, notamment aujourd'hui, depuis 2 ans ou 3 ans, au-delà de l'INDH, 2 ou 3 ans, les programmes qui ciblent évidemment les régions montagneuses, les programmes sociaux, enclavées, etc. Ou les programmes, disons, de développement du Sud, il y a quelques années. Il y a des programmes spécifiques. Mais aujourd'hui, il faut faire le point sur la régionalisation. Qu'est-ce qu'elle a pu donner depuis qu'elle a été mise en place, depuis que la loi a été adoptée? Est-ce que les compétences ont été transférées véritablement? Si les compétences c'est les dotations financières. Quand je dis compétences, premièrement, vous savez, la loi prérogative organique des finances, c'est prérogative. D'accord, ok. Les compétences en termes de premier niveau. Voilà, premier niveau. Il y a des compétences qui sont propres, il y a des compétences qui sont transférées par l'État, il y a des compétences qui sont partagées par l'État. Donc on a encore à mettre en place des dispositifs permettant cette relation de l'État central aux régions et aux collectivités territoriales pour que l'État et les collectivités territoriales se mettent d'accord sur un certain nombre de programmes et de projets et chacune des entités met en place des dispositions et des moyens financiers pour atteindre ces objectifs. Il y a évidemment l'autre aspect, on ne peut pas parler du territoire et les mettre à niveau au-delà des programmes qui sont mis en place et qui sont suivis par la direction des collectivités territoriales. On ne peut pas parler évidemment de demain de territoire en développement s'il ne dispose pas d'une certaine autonomie financière. Et l'autonomie financière appelle une réflexion non seulement sur la fiscalité locale, mais sur le partage de la fiscalité nationale entre les régions, les communes rurales. C'est-à-dire tout ce qui est collecté au niveau national, et il y a des transferts, TVA et autres, donc la redistribution et en même temps, une réflexion de ces richesses-là. Sur le transfert à travers. Donc c'est en fait un chantier. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas que ce chantier dure trop longtemps. Et c'est ce qui est trop longtemps dans le temps. Chantier, Mais vous, est-ce que vous pensez que la fiscalité doit avoir une approche de fiscalité régionale par région, par territoire, selon certains critères? Un jour ou l'autre, on doit y aboutir. Pas dans un premier temps pour vous? Non, il y a des réformes qui doivent se mettre en place. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tout simplement la réforme de la fiscalité locale pour la simplification de cette fiscalité, la réduction du nombre des impôts locaux, etc. Non, c'est aussi la fiscalité nationale, c'est-à-dire l'IS, essentiellement, c'est-à-dire évidemment la TVA, elle est déjà en partie. Est-ce qu'on va rester dans une logique tout simplement où la TVA qui est affectée aux régions, c'est 30% de ressources, ou est-ce qu'on va augmenter, je dirais, le volume de ressources qui peut être transformé? Il faut le faire. Mais à la condition de voir que ces ressources qui sont mises à la disposition des collectivités territoriales, il faudrait qu'elles soient utilisées dans les meilleures conditions, avec une grande efficacité. Il faut évidemment du contrôle. Des contrôles. C'est-à-dire le dirham collecté, soit le dirham investi en toute transparence. Voilà, la transparence, le transfert. Et un des vecteurs essentiels de ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle les contrats État-région. Qui sont pas seulement des contrats État-région, parce que les communes aussi peuvent s'intégrer dans la région. Parce que nous, on a les communes et les provinces aussi. Tout à fait, et les provinces. Donc par conséquent, faire avancer ce vecteur de contrat État-région qui permet à la fois d'assurer la cohérence entre le transfert des ressources financières et les transferts des compétences autour d'un certain nombre d'objectifs, avec une question fondamentale, ou deux questions, je vais parler d'autre chose, c'est la déconcentration
Aujourd'hui, nous sommes dans un chantier qui vient d'être lancé après des années d'attente. Il faut évidemment l'activer le plus rapidement possible. Et la déconcentration, ce n'est pas une déconcentration tout simplement administrative, c'est-à-dire celle où les ministères vont déléguer aux services extérieurs parce qu'ils sont plus proches du terrain et de la proximité, l'identification des programmes et des projets, mais aussi une déconcentration financière. Comment le ministère va gérer son budget en fonction de cette déconcentration administrative. La logique, la loi organique des finances, le budget n'est pas encore suffisamment avancé du point de vue de la déconcentration financière. Il faut coupler la déconcentration financière à la déconcentration administrative pour qu'on ait une politique de déconcentration globale. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de mettre les régions en concurrence sur le terrain économique aussi pour inciter les élus des régions, le président de région et toutes ses équipes aussi, à travailler sur le terrain, ne pas, clairement, ce que je veux dire, c'est pas attendre de rabat, et donc de l'État central, d'avoir des financements, qu'ils aillent chercher aussi les financements, qu'ils pensent développement local et qu'ils se battent en fait pour faire décoller leur région économiquement. Il ne faudrait pas faire de l'assistanat en région, cela est certain. Mais qu'est-ce qu'on entend par concurrence entre les régions? Concurrence entre les régions, c'est premièrement des acteurs régionaux qui saisissent le potentiel dont dispose de leur région, qui les mettent en valeur à partir évidemment de programmes de développement et qui font, je dirais, du marketing territorial pour que leur région soit suffisamment attractive à la fois pour l'investissement étranger ou pour l'investissement national ou pour l'entreprise nationale. Ça, c'est un aspect. Mettre évidemment les régions en concurrence sur cet aspect-là, oui. Et la régionalisation, c'est clair. Mais est-ce que c'est aussi la concurrence fiscale, c'est-à-dire leur donner la possibilité de jouer sur le levier fiscal pour attirer l'investissement? C'est un moment qu'il faudrait réfléchir et qui peut arriver dans un second temps. Mais dans le sens de la concurrence entre les régions, toutes les régions n'ont pas le potentiel d'être des concurrentes. Donc il y aura une solidarité aussi territoriale à mettre en place. Celle qui permet justement à l'État d'être le régulateur entre les régions qui ont un potentiel et qu'elles utilisent bien, d'autres qui n'utilisent pas bien. Évidemment, les contrats État-région est destiné à piloter justement cette disons, logique de concurrence pour faire prévaloir les capacités des régions à mieux négocier avec l'État un certain nombre de dotations financières. En tout cas, chaque région devra aussi trouver ses propres leviers de financement de son développement local. Mais il n'y aura jamais d'autonomie totale. La notion de contrat État-région, c'est aussi un contrat pas autour d'objectifs tout simplement de programme, mais aussi de transfert de ressources, à la condition que la région soit en mesure de mieux utiliser et d'utiliser avec efficacité les ressources dont elle dispose par le transfert de l'État. Les régions aussi, les élus qui devront du coup rendre des comptes directs aussi aux citoyens de leur région. Parce que là, on va rentrer dans un autre rapport et relation entre l'élu et entre l'administration et l'administré, entre l'élu et le citoyen. La régionalisation n'est pas tout simplement une opération institutionnelle de répartition des rôles ou des compétences entre l'État central et les entités des collectivités territoriales. C'est aussi une dynamique de démocratie locale. Le texte de loi sur la régionalisation ouvre des perspectives pour faire en sorte que les citoyens soient consultés, soient impliqués dans des programmes. Il faudrait aussi travailler sur cet aspect-là pour donner un contenu je dirais, efficace à cette notion de démocratie participative, pour que la démocratie participative ne soit pas perçue comme étant permettre à des mouvements associatifs d'accéder à la ressource de la région dans un réseau de clientélisme. C'est être à l'écoute véritablement des citoyens. Donc il y a aussi l'enjeu de développement économique, il a aussi une dimension d'enjeu démocratique. Tout à fait. C'est intimement lié. Tout à fait. Ça dit que l'extension du périmètre d'un territoire est tributaire de... On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas une appropriation de ce développement par le citoyen et si nous ne sommes pas à l'écoute du citoyen et si le citoyen n'est pas aussi un acteur du développement. Et en étant un acteur, c'est en payant l'impôt dû déjà. En payant son impôt pour le citoyen. Bien sûr, la citoyenneté commence par ça. Mais en même temps, il faudrait que le citoyen soit suffisamment rassuré sur l'usage efficace de sa contribution.